lorsque je sortais de boîte, on venait me dire, on me disait des dingueries. On me disait des dingueries. J'étais sexualisée à 19 ans, comme ça, sans état d'âme. Et même en disant mon âge, il n'y avait aucune retenue, il n'y avait aucune bienveillance. Très vite, voilà, tu es monté, tu es devenu manager, mais tu avais 19 ans. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu avais vraiment la maturité de gérer tout ça? Ça me faisait rire parce que je me dis, en vrai, je suis vraiment l'actrice principale de ma vie. On a vraiment la possibilité de se dire, allez, ça me saoule, bye. À partir de ce moment-là, je m'étais dit, toute expérience, je vais apprendre, je vais la mettre en place. Donc je ne le voyais pas en me disant, oh mon Dieu, j'ai eu un échec, oh mon Dieu, j'étais manager il y a 6 mois. Mais c'était plutôt de me dire, en vrai, tu stagnes pas, tu découvres le monde, tu découvres les gens, tu te découvres dans certaines situations. Bonjour les amis, on revient dans Raconte-moi. Raconte-moi, comme vous le savez, c'est l'émission qui est là pour vous inspirer, c'est l'émission qui est là pour vous motiver, c'est l'émission qui est là pour vous montrer la voie. Comme dans chaque épisode, je vous ramène des pépites, je vous ramène des personnes avec des parcours incroyables. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'accueillir ici Aïdan. Aïdan, on te dit bonjour. Bonjour. Aïdan, c'est une femme qui a un parcours, mais aussi puissant qu'inattendu. Grandit entre Haïti, la République dominicaine, Martinique, et très tôt, elle découvre qu'elle est HPI avec un QI de 175, au-dessus de la moyenne. À 16 ans, elle décroche son bac et part seule à Paris pour poursuivre ses études. À 19 ans, Aïdan, elle était manager d'équipe à l'international à Prague. Ouais, à Prague, à 19 ans. Mais être noir à Prague, ce n'est pas anodin. Ouais, ce n'est pas anodin. Et il y vit l'isolement, les regards et même des enfants qui demandent à leurs parents pourquoi ils se colorent la peau. Elle décide de souffler, de se reconnecter à elle-même. Elle part à Minorque, en Espagne, nourrie, logée, blanchie. Ses journées de sport et de fun au bord de la mer. C'était vraiment une pause salvatrice. Ensuite, direction les États-Unis, elle travaille dans l'ombre, sans visa. Ensuite, elle revient en France. Alors, elle commence à faire du porte-à-porte. Et là, il va rencontrer un STF qui voulait reprendre le travail. Ensemble, ils ont explosé, mais vraiment, les ventes en France. Elle a repris par la suite ses études et ensuite, elle a lancé sa petite bébé qui s'appelle Smart Star, la fondatrice, c'est Aïdan. Elle-même. Jingle les gars, on revient dessus. Alors les amis, vous êtes nombreux à regarder les vidéos de Raconte-moi. Vous êtes presque 90% à regarder les émissions de Raconte-moi sans vous abonner. Alors abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous voulez aussi inspirer d'autres personnes, partagez. Bonjour Aïdan. Bonjour Mor. C'est un plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, même si j'ai déjà fait une présentation de ton parcours? Je commence par le début ou par la fin, dis-moi. On commence par le début. J'aime bien quand c'est bien harmonisé. Ouf, je parle beaucoup et je pars dans tous les sens. Je suis désolée, hein, mais vous allez en entendre beaucoup. Tant mieux. Alors moi, je suis née en République dominicaine. C'est un petit paradis, un petit bijou, de mère haïtienne et d'un père guadeloupéen. Je suis partie en Haïti avec ma mère. Ma mère vendait des tableaux lorsque j'étais plus jeune, donc on a fait beaucoup de voyages aux États-Unis sur des longues périodes. Et à mes 6 ans, on a emménagé en Martinique. D'accord. On a emménagé en Martinique et étant donné qu'on n'était pas scolarisé dans le système français, j'ai passé des tests, tout comme mon frère. On a passé des tests pour comprendre un petit peu quel était notre niveau, quel était notre QI. Parce que bien sûr, lorsqu'on voit des enfants qui sortent d'Haïti, on a beau dire, mais il n'y a pas forcément... Il y a énormément d'a priori. Il n'y a pas forcément une bonne image qui va sortir de suite. Mais c'est normal également de faire passer des tests à des enfants lorsqu'ils n'ont pas été connus du système scolaire.
En passant ces tests, ils se sont rendus compte mon frère et moi-même, on avait un niveau supérieur à la moyenne. Donc moi, j'ai sauté 2 classes et mon grand frère en a sauté 3. On a fait... euh, C'était une très bonne expérience. La Martinique, c'est un pays avec de la créativité, avec de la chaleur, avec énormément de choses à découvrir, énormément de fêtes. J'ai eu la possibilité de construire ma personnalité, d'avoir derrière ma mère qui me pousse, mon frère qui me serre un peu la vis parce que j'aime beaucoup trop sortir à leur goût et j'étais trop jeune. Ça Mais fait bien. Ouais, ça fait toujours j'étais bien. un peu rebelle parce que je voulais pas qu'on me prenne pour la petite surdouée. Je voulais pas qu'on me prenne pour celle qui était un peu book smart, qui n'avait aucune personnalité et qui était la petite intello de service. Et je voulais pas être laissée pour compte. Je voulais pas me sentir seule. J'avais envie d'être acceptée. Donc j'ai tout de suite... je fumais en cachette au collège. Enfin, c'était ce genre de choses-là où, pour moi, c'était être vu comme quelqu'un de cool, être vu comme quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait faire ce qu'elle veut et qui enjoy seulement, pour ne pas être laissé pour compte. C'était un peu ma façon de fonctionner. Par contre, par rapport à la société actuelle et par rapport à la vision des jeunes en Martinique, j'ai compris que pour moi, pour l'ambition et pour ce que je voulais faire de ma vie, je n'avais rien à faire, plus rien à faire en Martinique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du succès, qu'il n'y a pas de réussite, qu'il n'y a pas tout ça, mais j'estimais qu'aller sur le campus n'allait pas me permettre, puisque en Martinique, il y a un campus, il y a une seule université, même s'il y a d'autres écoles. J'estimais qu'être sur le campus, par rapport à la ligne que je prenais au niveau des sorties, au niveau des fréquentations, au niveau de ma personnalité, au niveau de choses qui ne me plaisaient pas de moi-même, j'estimais qu'aller au campus, j'allais continuer dans une pente descendante et je n'allais pas m'accomplir ou découvrir le monde. J'ai toujours eu cette soif de plus, cette soif de... Ah! Ouais, je comprends. Et ma mère ne souhaitait pas que je parte à Paris. Elle voulait que je fasse comme mon frère. C'est mon grand frère, donc lui, il a eu son bac avant moi. Donc lui, il a fait ses 2 ans. Il a fait ses 2 ans d'université. Enfin, il était encore à l'université lorsque moi, je suis partie. Ma mère voulait que je fasse également l'université, attendre mes 18 ans, donc faire 2 ans d'université ou bien 3 ans, faire une licence, et ensuite partir. Je ne voulais pas. Ah ouais, pourquoi? Et pour moi, c'était pas... Honnêtement, avoir le même groupe d'amis, faire la fête sur une île, même si c'est incroyable, et j'ai jamais retrouvé des fêtes aussi incroyables qu'en Martinique, mais c'est un cercle vicieux. C'est toujours pareil. Il n'y a pas vraiment des pics pour avancer, pour grandir. J'avais l'impression que ça allait être le même cercle et que ça allait être la même chose que j'allais continuer à faire, juste avec l'âge qui allait monter et avec un train-train qui allait être différent. Donc passer du lycée à l'université, donc avec les mêmes gens, continuer à évoluer dans les mêmes groupes, voir les mêmes personnes en soirée, faire la même chose tous les jours, avoir les habitudes comme ça calées, c'est pas fait pour moi. D'accord. Mais j'ai juste une question parce que là, j'avoue qu'on avance très vite. Mais toi, quand tu étais enfant, en fait, tu as été évalué comme étant quelqu'un de très intelligent, enfin, avec un QI de 175, et tu as grandi sur 3 territoires différents. Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait? Qu'est-ce que ça a animé en toi, réellement? Et autour de toi, en fait, les gens, comment ils appréhendaient le fait que tu n'étais pas comme les autres? Au tout début, c'était très difficile. C'est très difficile parce que les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi est-ce que leurs parents leur disaient de fonctionner différemment avec moi parce que j'étais plus jeune qu'eux. J'avais un traitement différent de la part des professeurs. J'avais un traitement différent parce que j'étais plus jeune dans les classes. Donc, c'était forcément, sans même parler, sans même dire quoi que ce soit, on savait déjà que j'avais sauté de classe. Et pour moi, ça n'avait rien d'incroyable parce que je reste quand même une personne faite de chair et d'os. On est assis au même niveau aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi faire de différenciation. J'avais une maturité qu'à mon âge, je ne devais pas avoir. Donc, ça a été difficile pour moi de me faire accepter. Ça a été difficile pour moi de vraiment me sentir à l'aise, de me sentir comprise. Jusqu'à aujourd'hui, ça l'est encore. Mais ça va beaucoup mieux. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont permis de développer tout ça. J'ai fait la paix avec moi-même sur certains points. Et
lorsqu'on est jeune et qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens ne voient pas la logique ou la simplicité de certaines situations. Et je suis la seule à le comprendre, je suis la seule à être dans cet état d'esprit-là, je suis la seule à pouvoir donner la réponse, je suis la seule à savoir que ici ce n'est qu'une étape. Et comment tu voyais les autres? Je ne sais pas si avec le recul et la maturité que j'ai aujourd'hui, je suis capable de l'exprimer de la même façon que j'aurais pu l'exprimer à l'époque. Mais je les voyais juste comme des gens qui passaient et qui ne cherchaient pas à faire quoi que ce soit, qui étaient juste là. Et là, il y a quelque chose qui t'anime à vouloir aller découvrir le monde, à s'émanciper, à avoir plus de liberté. Il y avait une envie de partir, de vraiment partir. Ayant grandi sur différents pays, avec différentes cultures, différentes mentalités, différentes valeurs, et avoir assimilé des codes qui m'ont permis d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et d'avoir une plus grande acceptation d'autrui et une plus grande compréhension d'une image ou d'une situation donnée, on ne peut pas se contenter de quelque chose qui nous semble peu. Mm-hmm. Aujourd'hui, je peux dire que je veux le monde ou rien, parce que j'estime que le monde est fait pour être découvert, que ce soit en voyage, que ce soit en y habitant, que ce soit en communiquant avec des personnes de ces pays-là, tout simplement. Mais si j'estime que je n'ai plus rien à faire ici et que ce que je devais faire, l'objectif a été atteint, j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de changer l'environnement, Enfin, il y a des gens qui coupent leurs cheveux quand ils en ont marre de quelque chose. Ben, moi, je change de pays. Tout simplement. Je fais mes valises, je prends l'avion. Voilà. En général, je trouve un travail ou bien j'ai une opportunité, on me trouve, je me dis c'est bon, j'en peux plus. Et ça se voit même par rapport à ton parcours, ça on y reviendra plus tard, par rapport aux expériences internationales que tu as eues. Là, tu es jeune. Tu as eu ton bac à 16 ans. Comment on peut avoir son bac à 16 ans? On est en sauté de classe. Ok. La meuf, elle est tellement intelligente. Les profs se sont dit, non, on ne peut pas la gérer. On va lui faire sauter des classes. C'est rapide, efficace. C'est la vie. Mais fun fact, mon frère qui a sauté 3 classes, ma mère lui a fait redoubler une classe parce qu'elle estimait que ses notes n'étaient pas assez bonnes. Il y avait quand même une exigence dans la maison. Oui. Oui. Oui et non. Donc l'excellence était imposée. Pas imposée, mais en voyant ce que ma mère elle-même faisait, comment est-ce qu'elle investissait sur sa culture, sur son intelligence, sur son réseau, sur juste nous donner le maximum, automatiquement tu vas t'imprégner de cette envie de plus et de cette discipline et de cette envie de constamment avancer. Je dis pas que j'avais des 20 sur 20 dans toutes les matières, non, parce que l'école m'a très facilement saoulée, tout simplement. Okay. J'estime que l'éducation aujourd'hui il n'y a pas assez d'infrastructures capables de stimuler quelqu'un qui, comme moi, HPI ou qui a sauté des classes, c'est pour une raison. Même si on est conscient que cet enfant n'est pas comme les autres et qu'elle est déjà en avance sur son temps, on devrait plus adapter le programme, comprendre comment enseigner ou comprendre comment donner goût à cette personne d'apprendre ou de découvrir le monde différemment parce qu'on est conscient qu'elle a déjà des capacités qui lui permettent d'assimiler des notions. Mmh. Mmh. Je comprends tout à fait. Et tu as ton bac à 16 ans, tu pars tout seul et tu arrives à Paris tout seul. Tu l'avais vécu comment? Tu n'avais pas de peur à l'époque? J'avais pas peur. Oui. Est-ce que tu savais ce qui t'attendait à Paris? Absolument pas. Je savais juste que je voulais plus rester en Martinique. Tout m'avait saoulé. Je voulais changer de pays et je voulais être à Paris. Faut savoir que pour aller à Paris, je me suis organisée vraiment dans le dos de ma maman. J'ai passé les concours, j'ai vérifié où est-ce que je pouvais aller vivre, j'ai vérifié le prix des billets, j'ai vérifié le coût des écoles, j'ai fait mon benchmark, j'ai organisé de A à Z mon emménagement à Paris, de sorte que ma mère ne puisse pas me dire non et qu'elle n'ait pas d'autre option. Je ne me suis inscrite dans aucune école en Martinique. Aucune.
tous mes choix, c'était à Paris. Et là, tu es Tous. accepté à Paris. Je suis acceptée à Paris dans tous mes choix, du coup. Et je choisis une école de commerce. Une école de commerce. Et j'arrive le jour de la rentrée parce qu'il fallait convaincre ma maman. Hein. Il fallait la convaincre puisque j'avais tout fait dans son dos. Oui. Donc, à un mois de la rentrée, je Mhm. suis là avec mon petit PowerPoint, avec mon grand frère, en train d'essayer de convaincre ma mère de me laisser partir à Paris et de tout financer. D'accord. Et, Donc, non, j'avais pas peur. et à l'époque, est-ce que tu savais vraiment les métiers ou bien ce que tu voulais devenir? Mais absolument pas. Moi, j'ai compris que je voulais le monde et que je voulais faire de grandes choses. Et je voulais être dans un environnement qui me pousse à faire de grandes choses. Et j'estimais que la Martinique n'était pas à la hauteur de ça. Mais tu en parlais à tes conseils à l'école ou pas du tout? J'en ai parlé à l'école. On m'a... La façon dont je suis à discuter, à être très extravagante, ce genre de choses-là, je suis comme ça depuis très jeune. Donc, je suis curieuse, je suis bavarde. C'est marqué sur tous mes bulletins, d'ailleurs. Je suis bavarde, je vais parler avec les gens. Mais lorsque j'ai vu la conseillère d'orientation, je lui ai dit, je ne sais pas ce que je veux faire. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? J'ai dit, moi, je pense que tout ce que je mets ma tête à faire, je peux le faire. Elle m'a dit, d'accord, Aïdan, mais plus sérieusement, on parle en termes de compétences. Je dis, mais je peux vraiment tout faire. Elle m'a dit, je suis pas sûre. Hein. Tu sais, il y a des choses qui te demandent une certaine logique. Je lui dis, ouais, mais si je veux toucher à tout, ça se passe comment? Elle me dit, tu peux être dans le marketing, les relations internationales. Ça peut être pas mal, ça. Là, à 16 ans, tout seul à Paris, est-ce que tu avais rencontré des difficultés, des problèmes? Est-ce qu'il y avait vraiment des défis qui ont fait que, au tout début, c'était pas simple? Tu l'avais vécu comment? Il n'y a eu que des défis, mais j'estime que lorsqu'on a la bonne mentalité et la bonne perception des choses et qu'on est positif, ça va toujours avancer. Ça va toujours fonctionner. Ça, c'est sûr et certain. Ma première difficulté, c'est que les gens ne me croyaient pas, que j'avais 16 ans. Deuxième difficulté, je ne pouvais rien faire toute seule sans l'aide, ce que ma mère signe, même malgré le fait que je sois émancipée, je devais constamment avoir l'aval de ma mère. Donc du coup, je pouvais rien faire sans l'aide de ma mère. Rien faire, alors qu'elle était à 8000 km. Je pouvais pas trouver un travail parce que j'avais 16 ans. Je ne pouvais pas avoir mon appartement toute seule parce que j'avais 16 ans. Je ne pouvais pas, ne serait-ce que réserver quelque chose sans l'aide de ma mère. Je pouvais pas aller en boîte. J'ai menti. J'allais constamment en boîte. Okay. Mais à l'école, c'était aussi difficile parce que rien que pour trouver un stage, les entreprises ne croyaient pas à prendre un étudiant de première année qui a 16 ans. Pour des questions légales, avoir un mineur dans ses locaux, il y a énormément de choses où il doit faire attention. Et impossible pour moi de travailler, impossible pour moi de faire quoi que ce soit, impossible pour moi d'être prise au sérieux. Et j'étais constamment à justifier le fait que je sois là parce que j'avais 16 ans. Donc, il fallait que je dise, oui, non, mais j'ai 16 ans parce que j'ai sauté de classe, mais je suis vraiment en première année. Voilà. Et c'était quoi ta formation à l'époque? J'ai fait ma première année un bachelor de marketing et relations internationales. Mais par rapport à ces frustrations, parce que j'ai estimé qu'on n'allait pas me prendre au sérieux et que j'ai commencé à comprendre que si je ne prends pas le taureau par les cornes, ça va pas fonctionner pour moi. Ça va pas fonctionner pour moi. Donc, j'ai décidé en deuxième année de changer d'école et de faire cette fois-ci de l'alternance pour pouvoir justifier de ma maturité professionnelle et de l'articulation de mes compétences et de mon curriculum. Et ton alternance, tu l'avais fait à quelle école? J'ai fait à l'ISTEC, L'ISTEC? dans la deuxième école, sauf que la vie n'est pas aussi simple. Impossible pour moi de trouver une alternance en deuxième année alors que j'ai 17 ans. Cette fois-ci, j'ai 17 ans. Oh my God. Donc, ma deuxième année où j'étais censée faire de l'alternance, au final, je l'ai faite en formation continue. Et j'ai eu la chance d'avoir une école quand même qui a eu un vrai support et qui m'a vraiment accompagnée en m'envoyant des offres, en me donnant des opportunités, en me constamment proposant mon CV, en m'accompagnant, en comprenant ma situation, en mettant en avant
le fait que justement j'ai prouvé et j'ai justifié ma maturité professionnelle et ma compréhension des enjeux en termes de business et en termes de digital et communication. Et là, tu as réussi à trouver ton alternance? Pas la deuxième année. Non? Non, Toujours pas? toujours pas. J'ai fait en formation continue. C'est en troisième année que j'ai trouvé mon alternance. J'ai fait des stages, je pensais avoir trouvé une alternance en deuxième année. Je me suis retrouvée dans une boîte où en 2017, du coup, en 2017, ils vendaient des téléphones 3G, alors qu'on était déjà à la 4G. Il avait acheté un énorme stock en Chine et il fallait refourguer le stock. Donc là, ça a été mon premier poste en tant que commercial. Une fois, je suis arrivée, parce que je ne m'étais pas coiffée, avec un foulard. Et ça, au bout de 2 mois. 2 mois de travail. J'arrive avec un foulard, parce que why not, en fait. Donc j'arrive avec mon foulard et mon patron, il me dit ça va, Ethan? Je dis comment ça? Il me dit si tu veux, tu peux prendre 2 heures pour aller chez le coiffeur. Je peux le financer, mais tu ne reviens pas avec ce genre de coiffure-là dans ma société. J'appelle l'école, dring, dring, dring. Mais je suis choquée, ils sont racistes, et ci, et ça, et ci, et ça. Mon école me dit, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas bien. J'ai dit non. Ils m'ont dit, ok, pars. Je n'ai plus jamais remis pied dans cette entreprise-là. On a coupé le même jour mon contrat avec eux. Mais juste pour revenir sur l'alternance, toi, est-ce que tu avais une entreprise en tête ou bien un type de métier en tête que tu voulais vraiment faire? Non? Absolument pas. Parce que là, c'était vraiment flou dans ta tête. Tout ce que tu voulais faire. Là, tout ce que j'avais envie, c'était de prouver à une entreprise, peu importe laquelle, que c'est pas parce que je suis jeune que je ne suis pas compétente ou que je ne suis pas capable de faire quelque chose. Et tes missions, tu les gérais comment? Moi, je les gérais très bien. J'ai dit tout ce que je mets ma tête, je sais le faire. Je faisais mon phoning, je faisais du cold call, je faisais du mailing, je faisais de la prospection en anglais, en français, j'étais au taquet, j'accueillais les gens avec plaisir, je m'amusais à être une fashion girly en mode business corporate, je venais avec mes best outfits, je faisais vraiment, et je pense que c'est parce que je faisais bien mon travail aussi que j'ai été mise en tant que secrétaire, parce que je gérais bien mes missions. Et la fiche de métier, est-ce que ça correspondait exactement par rapport aux attentes de l'école ou pas? Oui. Les missions que je faisais, à part le secrétariat, les missions que je faisais correspondaient. Et c'était quoi les débouchés sur ce type de métier? C'était commercial, chargé marketing, chargé de communication, communication digitale, ce genre de choses. D'accord. Et là, du coup, ton école te dit que tu dois partir, tu pars, rebelote, on recherche encore d'autres entreprises. Oh oui, mais je n'ai pas trouvé pour cette année. Ma deuxième année, j'ai dû faire 2 mois d'entreprise et c'est ce qui a pu compter pour valider l'année comme expérience professionnelle. Et là, en troisième année? Là, j'ai enfin, j'ai trouvé mon alternance. Alternance, très bonne boîte, c'était une start-up. Le fondateur, c'était Urban Mining Exchange, je ne vais jamais oublier. Ils étaient dans le recyclage de matières premières. C'était une expérience incroyable. C'était quoi tes missions? J'étais encore une fois commerciale, mais cette fois-ci sur le marché anglophone et francophone. Et je devais... à l'aise en anglais à l'époque? J'ai toujours été à l'aise en anglais parce que je faisais des voyages aux États-Unis. Toute ma famille vit aux États-Unis. Et comme j'ai dit plus tôt, ma mère vendait des tableaux aux États-Unis lorsque j'étais plus jeune. Et tu parles espagnol en même temps? Claro que sí, soy dominicana. J'ai rien compris, je vais pas répondre du coup. Je tombe pas dans le piège, les gars, tombez pas dans le piège. Et pour le coup, donc, raison de plus que les entreprises quand même veulent avoir un profil comme toi. Normalement, c'est ce que je me serais dit aussi. Mais il y a beaucoup plus de montage financier et légaux lorsqu'on est mineur à rentrer dans une entreprise au niveau auquel j'étais. Si j'étais en stage de fin de lycée ou stage de troisième, il n'y aurait pas eu de souci. Mais là, par rapport au fait que justement, à mon niveau scolaire, ils étaient obligés pour respecter la convention d'alternance de me donner des missions qui correspondent à ma formation, c'était impossible.
C'était pas, soit j'arrivais pas à bien le faire, mais à mon époque, en tout cas, pour avoir eu l'école qui a été derrière moi, qui m'a aidé et pour avoir fait énormément d'entretiens, à chaque fois, ça se passait bien jusqu'à ce qu'on me demande mon âge. Parce que j'en ai fait des entretiens. Waouh! J'en ai fait. Et lorsqu'on arrive à la partie de pourquoi vous n'avez pas d'alternance? Comment est-ce que ça se passe? Vous avez quel âge? Vous voulez aller où? Et voilà. Et l'entreprise qui t'avait prise, pour le coup, qu'est-ce qui les a plus motivés? Je pense que le fondateur de cette société, vu qu'il était en train de développer sa plateforme de mise en relation, donc sur l'aspect un peu plus innovateur, donc c'était vraiment, il avait son activité qui lui permettait de développer l'application qu'il mettait en place, et c'est par son activité première d'échange de matières recyclées qu'il a créé sa plateforme. Donc, il avait l'esprit de start-upper, il avait l'esprit jeune, et il a compris que par rapport à la mise en relation et par rapport à ce qu'il voulait développer, il était important d'avoir des personnes avec de la personnalité qui puissent fidéliser et qui puissent créer un lien facilement, rapidement, peu importe les moyens, que ce soit au téléphone, que ce soit en face, que ce soit par mail, mais créer une relation de confiance avec les interlocuteurs qu'on aurait eus en différentes langues. Je pense que mon anglais était assez clean pour qu'ils puissent se dire « Ok, elle va s'occuper des marchés anglophones ». Ma personnalité assez extravagante pour que je puisse faire du cold call, parce que c'est horrible de faire du cold call. Donc vraiment, prendre ton téléphone, t'appelles, les gens ne t'attendent pas, les gens ne savent pas qui tu es. Tu dis « Oui, allô, bonjour, ici Aïdan. Est-ce que je peux parler à un tel parce que j'ai besoin de vous aider là-dessus ?» C'est pas tout le monde qui peut faire ça, ni toutes les personnalités. J'avais la chance d'avoir la personnalité qui matchait. Et t'étais bien accueilli, ton intégration, ça s'est passé comment? Incroyable, incroyable. De A à Z, il m'a donné foi en la bonté des chefs d'entreprise. Et là, c'était en 3e année, on est d'accord? Oui. Et là, tu finis ta 3e année. Tu fais quoi encore? Je finis ma 3e année. Là, je travaille en tant que secrétaire dans une agence, dans l'une des meilleures agences de relations publiques de Paris. Et je me rappelle, lorsque je travaillais, lorsque je voyais des pointures, des personnalités publiques, des gens que je voyais à la télévision arriver, me parler, prendre le temps, mais je me disais, je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'étais venue à Paris. Je me suis rappelé que j'étais venue pour avoir plus, et être secrétaire n'était absolument pas un plus. Donc là, j'ai commencé à postuler à différents programmes. Parce que quand j'ai fini le bachelor, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie professionnellement. Je ne savais pas quel métier, je ne savais pas quel secteur, je ne savais pas quel poste, je ne savais pas ce que je voulais développer, je ne savais pas comment animer ma carrière, comment animer ma vie professionnelle. Et simultanément, j'ai commencé à fréquenter, alors ma meilleure amie, elle est du Burkina Faso, donc j'ai commencé à fréquenter énormément de Burkinabés, j'ai commencé à fréquenter des Sénégalais, j'ai commencé à fréquenter des Maliens. Donc j'étais dans un écosystème vraiment avec beaucoup de diaspora, mais il y avait une effervescence d'ambition, de projets, je voyais tous mes amis savaient ce qu'ils voulaient faire de leur vie, ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller, ils savaient exactement quelle ligne directrice ils voulaient donner, ils savaient comment gérer ci, comment gérer ça, ils savaient qu'ils faisaient ça pour qu'ils puissent faire ça, pour rentrer ou bien pour partir. Enfin, j'ai récupéré à nouveau l'ambition qui m'a fait venir à Paris, et l'état dans lequel j'étais après mon diplôme, où je ne trouvais toujours pas de sens à ma carrière, ni à ce que j'avais fait jusqu'à présent, ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée et je n'étais pas en accord avec moi-même. Je sortais beaucoup, j'avais pas forcément les meilleures conversations dans les relations que j'avais, parce que justement, je n'avais pas de sens dans ma carrière professionnelle. Donc lorsqu'on avait des discussions qui normalement auraient dû me pousser à moi-même créer mon projet, moi-même créer ce que j'avais à faire, je n'avais pas ces discussions-là. Je n'avais pas cette présence d'esprit-là parce que moi, je n'avais pas le sens. Donc, lorsque les autres montaient leur société, récupéraient des promotions, montaient des choses dans leur vie, rentraient au bled pour monter leur boîte, peu importe,
J'étais toujours heureuse pour mes amis, mais je n'avais pas de valeur à ajouter dans la relation. Il n'y avait pas de sens. C'était juste des personnes qui apprécient leur temps ensemble. Et ça m'a frustrée. Et à quel moment, du coup, tu as pris une décision pour te dire, là, go, il faut aller de l'avant? Le moment où j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse là où j'en étais. Et j'ai compris que je ne savais pas ce que je voulais faire et que je ne savais pas où je voulais aller. À partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai postulé dans une autre école de management à Londres. J'ai postulé dans un programme en Chine également. J'ai postulé dans un autre programme, je crois que c'était au Canada. Mais je voulais plaire, le Canada fait froid. Ouais. Et j'ai été acceptée dans celui de Londres. J'ai pas été acceptée dans celui de la Chine. Les Chinois, ils sont forts. Mais j'ai pas été acceptée à celui de la Chine. Et c'était celui qui me donnait le plus de sens. Donc, j'ai vu l'acceptation du programme de Londres. D'accord. Mais c'était cher. Je ne pouvais pas me permettre de redemander à ma mère de subvenir à mes besoins alors que je subvenais à mes besoins maintenant que j'étais alternante. Donc depuis l'année dernière, depuis du coup mes 17 ans et demi, 18 ans, je subvenais à mes besoins toute seule. Je ne pouvais pas me permettre de redemander à ma mère de payer plus de 50 000 € sur une année entre vivre, l'école et mes activités annexes, comme le shopping. Ok. Est-ce que tu peux nous dire en quelques lignes de ce que tu as retenu ton passage à Paris? Mon premier passage à Paris était mouvementé. C'était mouvementé parce que j'ai rencontré, comme je disais, ma meilleure amie, elle est du Burkina Faso. Je sors des îles, de la Caraïbe, des États-Unis. Donc moi, c'est très... Je sais pas si vous connaissez un peu les Antillais, mais en tout cas, on sait vivre. Les Caribéens, parce que je ne suis pas antillaise. Je découvre la culture africaine. Je découvre la culture française. Parce que la culture entre Martinique et Paris, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un mélange. Et puis, c'est la première fois que je suis en liberté, littéralement. Un animal sauvage. De 16 à 18 ans, sans maman, sans papa, sans frère, sans personne pour vérifier ce que je fais de ma vie. Liberté totale. Mouvementé. Mouvementé. Et à la fin de mon expérience à Paris, ce qui m'a poussée à accepter une offre à l'étranger, ma première offre à l'étranger, c'est que j'avais décidé de commencer l'année 2019, de commencer en beauté, de commencer en force. Donc, j'ai pris une chambre de location chez un monsieur qui louait 2 chambres, et j'avais un de mes amis qui vivait là-bas. C'est lui qui m'a dit qu'il y avait une chambre à louer là-bas. C'est quelqu'un que j'avais rencontré pendant la fête. La fête, toujours ça le problème. Mais on a gardé de bons souvenirs. Donc moi, j'arrive dans cet appartement-là. D'accord. On échange. Ça se passe bien, je me dis c'est bon, parfait. En même temps, je postulais à gauche à droite. J'avais mis que j'étais à la recherche d'emploi sur LinkedIn. Donc, j'avais souvent des propositions de recruteurs à gauche à droite qui venaient. Et j'ai eu une opportunité en tant que data analyst à Prague. Je savais pas forcément si je voulais y aller parce que j'avais également envie de chercher du travail à Paris parce que c'est là où j'avais des routes, c'est là où j'avais mes amis, j'avais créé une nouvelle vie, j'avais commencé à m'accomplir en tant que jeune femme en fait. Donc c'était une aventure exaltante. Et un soir, après avoir dîné, après avoir discuté comme d'habitude dans cet appartement-là, mon Dieu est grand, je suis obligée de le dire. Je n'arrivais pas à dormir, donc j'étais sur mon téléphone. Au milieu de la nuit, le propriétaire de l'appartement essaie de rentrer dans ma chambre. Il ne savait pas que j'étais réveillée. Il rentre comme ça. Tout doucement, à ouvrir ma porte. Je lui parle, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Sors de ma chambre.
Ne rentre pas. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je le vois contourner le lit et essayer de rentrer dans le lit. Mon Dieu! Hey! Je me lève, je cours dans les toilettes. J'avais mon téléphone dans ma main puisque j'étais réveillée. Je cours dans les toilettes, je m'enferme dans les toilettes. Et là, il essaie d'ouvrir la porte des toilettes. Il essaie d'ouvrir la porte des toilettes. Seigneur. Seigneur, je suis en panique. Je suis en PLS. J'appelle mon ami pour qu'il se réveille, pour qu'il puisse venir m'aider, pour faire quelque chose. Pendant 5 minutes, il est là, essayer d'ouvrir la porte. Mon ami se réveille enfin. Il ouvre la porte. Quand mon ami ouvre la porte, le vieux part, il court dans sa chambre. Je dis à mon ami, je dors avec toi ce soir. On a dormi ensemble ce soir-là. Il a fermé la porte à clé. Il m'a dit, mais je comprends pas, c'est jamais arrivé, c'est quoi, machin, machin. Le lendemain, le vieux est parti à l'hôpital. Il a dit qu'il a eu un problème. Je n'ai plus jamais revu ce vieux-là. Le lendemain, au réveil, sur un coup de tête, dans le feu de l'action, j'ai accepté de partir à Prague. Une semaine après, j'étais à Prague. Waouh. Paris mouvementé. Et là, c'est juste parce qu'il y a un événement qui s'est passé, mais tu n'as jamais eu l'idée de vouloir partir à Prague? Non. Jamais. Qu'est-ce que je vais aller faire en République tchèque? Et comment tu as pu trouver C'était une chasseuse de tête qui m'a contactée sur LinkedIn. Moi, j'ai vu le poste de data analyst. C'est quelque chose que je savais faire puisque j'avais fait un bachelor en digital et communication et c'était dans une boîte de traduction. D'accord. Une boîte de traduction qui analyse les spécificités de langage dans différentes langues au travers des données. Au travers des données, qu'elles soient écrites, audio, vidéo. Enfin, il y a une retranscription adaptée et à intégrer pour leurs clients, selon la solution. Ça peut être un service de traduction légale, ça peut être un service, une application qui veut intégrer différentes langues dans son système et qui sous-traite cette partie-là pour apprendre à leur logiciel à intégrer les spécificités de langage différentes. Sauf que savoir que lorsque quelqu'un va dire, lorsqu'un Français va dire, donne-moi ça s'il te plaît, donne-moi le nom de telle ville à Siri, il faut savoir que l'action, c'est que Siri doit chercher le nom sur Internet de la ville pour pouvoir transmettre la réponse. Il faut, avant d'avoir l'action qui soit faite, il faut classer les actions par rapport aux spécificités de langage. Mais ça, est-ce que tu t'es formé à ça? Non. À l'école? À l'école, j'avais ma formation digitale, j'avais ma formation sur structurer ma communication, j'avais tout cet aspect-là. Donc, même si je n'avais pas le poste en lui-même, tous les prérequis du poste, donc parler français, parler anglais, connaître les logiciels, connaître l'informatique, connaître les bases du codage, tout ça, ce sont des choses que je savais faire avec l'école. Mais le poste de data analyst en lui-même, je ne l'avais jamais fait. Là, tu arrives à Prague. Quand même, ça change complètement par rapport à ce que tu as connu à Paris. Clairement. Déjà, je suis arrivé à Prague sans argent. Parce que mon salaire n'était pas encore arrivé. Et c'est mon frère qui a payé l'hôtel et le Airbnb pour moi au début. Mes 2 premières semaines, le temps que mon salaire arrive. Déjà, tu arrives, les difficultés s'annoncent. Ouais, difficultés, story time, tout dépend comment on le voit. Ok, d'accord. Et toi, tu les voyais comment? Ouais, ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que je me dis, en vrai, je suis vraiment l'actrice principale de ma vie. On a vraiment la possibilité de se dire, allez, ça me saoule, bye. Et on ne le fait pas. Donc, peu importe ce qui arrivait, pour moi, c'était toujours nouveau. Je me dis, ok, là, j'ai découvert un nouveau quartier. Ok, là, je suis passé une semaine à l'hôtel alors que c'est ma ville, en fait. Enfin, chaque fois, je me disais, c'était comme ça. Chaque fois, je le prenais toujours bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert c'était quoi un hostel. Je ne savais pas c'était quoi un hostel avant d'arriver à Prague. Enfin, un hostel, une auberge de jeunesse. J'arrête à faire le franglais. Mais en cherchant les appartements, parce que je n'étais absolument pas préparée, comme j'ai dit, en une semaine, j'étais à Prague. Je ne savais pas où j'allais habiter, je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas comment j'allais faire, mais je savais que j'allais y arriver dans tous les cas. D'accord. Je reçois mon salaire maintenant. Je cherche un logement. Les logements étaient chers.
Ils étaient chers. Et je sortais tous les jours avec mes collègues. Donc, autant dire que l'argent partait vite. L'argent partait vite. Je ne pouvais pas me permettre de prendre les appartements que je voulais et avancer en plus la caution. Je devais attendre d'avoir le package de relocalisation qui venait après. Et même d'avoir mon deuxième salaire, puisque je venais de recevoir mon salaire de France, mais je n'avais pas encore reçu le salaire logique à la fin du mois de mon nouveau poste. En soi, c'est logique, mais je ne le savais pas. Je suis vraiment partie comme ça. Donc, tu avais des difficultés financières, pour le coup. Mais moi, je suis partie sans rien. Et là, on revient à l'emprise. C'était comment tes relations avec tes collègues à toi? C'était super. C'était super parce que du coup, il y avait une équipe de Français. Parce que, comme je disais, c'était une entreprise qui était spécialisée dans la traduction. À partir de ce moment, le projet dans lequel j'étais, c'était essentiellement sur des spécificités de langage. Donc, il y avait plus de 60 langues représentées. Anglais, français, espagnol, polonais, tchèque, portugais. Toutes les langues étaient présentes pour ce projet-là. Je traînais avec tous les francophones. Mais en plus, parce que je parle anglais, français et espagnol, je parlais à tout le monde. Moi, j'étais là, je finissais mes tâches, je faisais mon test d'accuracy sur ce que je codais, et puis après, j'allais me balader dans les bureaux et puis je parlais avec les gens. Mais toi, là, tu fais quoi? Tu viens d'où? Toi aussi, tu viens d'arriver. Mais ça se passe comment? Toi, t'as trouvé comment? C'était que ça que je faisais. J'étais la petite pipelette dans le bureau. Et j'organisais des soirées, je faisais, j'ai découvert ce bar-là, qui veut aller avec moi? Mais on pourrait peut-être inviter un tel, ça peut être pas mal. C'était que ça. C'était que ça pendant mon premier mois. Que ça. Donc, je connaissais tous les employés, très bonne énergie. Et c'est ce qui m'a également permis de ne pas avoir la perception que j'étais littéralement instable, sans domicile fixe, dans un pays où je ne connaissais personne. Parce que j'étais à l'hôtel, où j'étais directement dans des Airbnb et c'est tout. Donc, je prends l'hostel. Je vais vivre là-bas pendant 1 mois, j'arrive et je dis, mais comment ça, il y a plusieurs lits, j'ai pas pris celui avec plusieurs lits. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans ma chambre? En fait, il y a un souci. Il me dit, pardon, madame? Comment ça, il y a un souci? Je dis, mais j'ai payé pour avoir... Parce que bien sûr, les hostels, ils ont tout type de photos. Des photos avec plusieurs lits, des photos avec une chambre seule, Je ne savais pas. Donc moi, j'arrive, il y a 4 autres personnes dans ma chambre. Ah ouais. 4 autres personnes dans ma chambre. Moi, je dis quoi? Je fais comment? Et j'appelle mes collègues et je leur dis, les gars, je suis dans un hostel. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans un hostel? Je dis, je pensais que c'était un hôtel. Donc, j'ai vécu pendant 1 mois dans un hostel et c'était incroyable parce que c'est parce que j'ai vécu dans l'hostel et parce que j'étais très extravertie et je parlais à tout le monde que j'ai trouvé mon logement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une chambre de libre parmi les employés de cet établissement-là. Il y en avait une qui cherchait une roommate, un ange, vraiment, une costaricaine qui avait emménagé à Prague, qui cherchait un colocataire parce qu'elle venait de prendre un appartement qui était très grand. Donc, elle avait 2 chambres, grand salon, terrasse, cuisine, tout. Et elle était toute seule, elle était plus âgée, elle était dans la trentaine. Moi, j'ai 19 ans, je vois une jeune femme dans la trentaine qui loue un appartement qui est super sympa, avec qui j'ai déjà pris des coups dans l'hostel. Ça se passe super bien. Comme ça que j'ai trouvé mon appartement. Je raconte l'histoire au travail. On me dit, mais ils cherchent d'autres gens comme ça? Et au final, j'ai commencé à aider mes collègues à aussi trouver leur appartement. Je les aidais à connaître de nouveaux lieux. Je les aidais à faire tout ça. Donc, dans cette dynamique-là, lorsqu'il y a eu la chargée du projet qui est venue des États-Unis, qui faisait les entretiens pour découvrir les équipes, pour savoir comment ça se passait, pour vraiment avoir les retours des différents employés, moi, je lui dis, honnêtement, je m'ennuie un peu sur le poste. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui me convient. Je ne sais pas si c'est ce à quoi je m'attendais, mais je ne sais pas si je vais rester longtemps avec vous. D'accord. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, on en reparle après. Demain, on se revoit, on en rediscutera. Moi, j'ai pas compris. Moi, je pensais que c'était comme ça avec tout le monde, puisque,
Je parle pas forcément aux gens de ce qu'ils vont dire à leurs responsables, quoi. Et ça faisait combien de temps? Ça faisait 1 mois. Un mois? Ça faisait 1 mois. Ça faisait 1 mois. Et le lendemain, j'arrive. Elle me dit, Aïdan, tu veux vraiment nous quitter? Je dis, ouais, je pense. Hein. Je pense que, parce que ma roommate m'a parlé de différents postes, et vu que je suis européenne, je peux cumuler des jobs, et quand même bien vivre à Prague, parce qu'entre-temps, maintenant, je commence à vivre, je commence à aimer Prague. J'ai même pas fini tout mon séjour à l'hostel, parce que j'ai trouvé ma coloc. Ouais. J'aide les gens à gauche, à droite, et je m'ennuie au travail. Donc, ça commence à... Ok. Elle me dit, tu penserais quoi de devenir manager? Je dis, comment ça, manager? Quel avantage j'ai? Elle me dit, bah, écoute, tout simplement, tu as une augmentation de plus de 300 €. Tu vas gérer les équipes. Tu vas un peu continuer à faire ce que tu fais parce qu'on a plus de 100 employés. On va changer de locaux et on va avoir besoin de support parce qu'on va continuer à recruter sur la gestion des équipes et l'intégration des différents profils. Moi, je dis, OK. Et j'ai rien à faire, j'ai pas de formation, j'ai pas d'avantages, d'autres avantages. Elle me dit, tu veux plus d'avantages? Je dis, on sait jamais. Faut toujours négocier Mais plus. oui, j'ai eu un peu plus. Bravo. J'ai eu un peu plus. Et vraiment, ça n'a rien changé à ma réalité. Je continuais à parler avec tout le monde. C'est juste que là, j'étais réellement rémunérée à faire ce que je faisais déjà avec mes collègues. Donc, organiser des happy hours. Sauf que cette fois-ci, c'était avec le budget de la boîte. C'était plus avec mon argent. D'accord. Donc, organiser toutes les activités d'équipe, vérifier l'intégration, vérifier que chaque équipe de langue soit au bon niveau d'accuracy. En tant que data analyst, tu dois toujours vérifier la qualité des données que tu vas renvoyer. Une fois que tu les as classifiées, une fois que tu les as corrigées, une fois que tu les as bien codées, tu dois faire avec le logiciel une vérification de tout ce que tu as envoyé par rapport à ce qui est attendu, surtout sur les spécificités de langage. Ça se passait super bien. Les Français, ça se passait bien. Mais honnêtement, c'était toujours la même chose. Et j'avais perdu le goût maintenant parce que ça faisait partie de ma fiche de poste de continuer à faire ça. Et si je ne le faisais pas, ça ne se passait pas bien. J'avais encore des tâches de data analyst parce qu'il n'y avait pas assez de Français dans l'équipe. Mais là, on parle, on discute. Mais tu as une facilité quand même à expliquer toujours tes fiches de poste, tes responsabilités. Et très vite, voilà, tu es monté, tu es devenu manager, mais tu avais 19 ans. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu avais vraiment la maturité de gérer tout ça? Oui et non. C'est un peu ma question, ma réponse parapluie. J'avais la maturité parce que c'était déjà ce que je faisais, sans m'en rendre compte que c'était quelque chose d'utile aux personnes que j'avais autour de moi, mais c'était juste ma façon d'être. Et non parce que on ne m'avait jamais donné l'entièreté du poste que j'allais avoir, que j'allais devoir gérer les frustrations des gens, que j'allais devoir m'essuyer des changements de comportement parce que maintenant j'étais passée dans l'équipe de management, que maintenant je ne faisais plus partie des mêmes petits groupes où on se plaignait des responsables parce que maintenant je faisais partie des responsables, donc je n'étais plus dans ce genre de choses-là. Lorsque quelqu'un, même si c'était mes amis avant où on était là, on allait prendre des coups, on se disait non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, ben maintenant je te dis excuse-moi, tu n'as pas réussi ton accuracy check, il va falloir que tu fasses plus attention et que tu restes un peu plus longtemps pour que tu puisses boucler ta journée, et que j'ai 19 ans et tout le monde sait que j'ai 19 ans, je suis la plus jeune dans l'équipe, ben je pense que c'est pas forcément très bien vu et je n'avais pas prévu que ça allait me toucher autant de voir le changement de comportement des personnes avec lesquelles j'ai littéralement créé ma réalité sur place. Parce que maintenant, j'étais passé manager. Le pays n'était pas non plus... C'était pas simple de vivre à Prague. Prague 2019, c'est vraiment... lorsqu'on croise un noir, on est obligé de lui parler et de lui dire « Tu viens d'où? Ça fait plaisir de te voir. » Ça, c'était ton quotidien, ça? Ouais. Je pouvais sortir parce que j'ai découvert l'opéra à Prague. Lorsque j'allais à l'opéra, on me prenait en photo. Les gens me prenaient en photo. Lorsque je sortais de boîte,
on me dire on me disait des dingueries. On me disait des dingueries. J'étais sexualisée à 19 ans, comme ça, sans état d'âme. Et même en disant mon âge, il n'y avait aucune retenue, il n'y avait aucune bienveillance. Mais c'était pas de la méchanceté. C'était vraiment des gens qui ne connaissaient pas. Des gens qui ne connaissent pas et qui estiment que par rapport à l'histoire de Prague, où c'est quand même... La République tchèque est un pays qui a été occupé. C'est un pays qui a été occupé, c'est un pays qui a vécu quand même de l'oppression, dans la pauvreté, dans l'entraide. Donc la société n'est pas très ouverte lorsqu'elle a l'impression qu'on veut récupérer quelque chose de leur richesse. Là où j'habitais, petite story time, hein, là où j'habitais, il y avait une épicerie dans laquelle j'allais tous les jours, hein, parce que les trucs coûtent tellement pas cher que t'as même pas envie de faire des grosses courses, t'as juste envie d'acheter les trucs au fur et à mesure. Donc moi, j'allais à l'épicerie tous les jours. La dame ne me parlait jamais. Je lui parlais avec mon broken tchèque où j'étais là en disant, je disais 3 mots collés, ça n'avait aucun sens. Je dis plus parler en anglais du coup parce que c'était plus simple. Elle ne me répondait pas. Quand j'ai commencé à réellement aligner le tchèque, même si c'était pas parfait, mais j'avais quand même j'avais une structure qui permettait de comprendre ce que je disais maintenant. Même si, tu vois, au lieu de dire le, là, ce genre de choses-là, les gens ne vont pas faire attention parce que maintenant, tu as un effort. Le jour où j'ai parlé, j'ai demandé en tchèque, elle m'a répondu avec un anglais parfait. Et depuis, c'est devenu ma copine. Par la suite, elle m'a expliqué que il voit tellement de personnes passer, tellement de personnes profiter de la réalité de Prague. Il y a tellement de personnes qui gentrifient la ville et qui changent l'essence même de leur pays par rapport à leur comportement et à leur manque de recherche d'adaptation ou de compréhension de leur culture, qu'elles ne trouvent pas nécessaire de faire un effort d'acclimater les gens. Lorsque les gens ne font pas un effort pour comprendre qui ils sont ou pour essayer de s'intégrer. Mais elle, de son côté, elle avait fait le travail d'apprendre l'anglais. Donc elle est capable de comprendre tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Mais c'est pas pour autant qu'elle va te montrer qu'elle le sait. D'accord. Parenthèse fermée, au travail, je commençais à comprendre qu'il y avait plus d'enjeux que juste être gentil avec tout le monde, rigoler avec tout le monde. Et je commençais à réellement rentrer dans le personnage et à faire mon travail de manager pour vérifier que les choses avancent, que c'est carré, que ça fonctionne bien. Donc mes rapports avec les autres ont changé. À 19 ans, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, continue, je t'écoute. À 19 ans, surdoué ou pas, que je comprenne les intentions des gens ou pas dans une situation, en tant que jeune femme seule, loin de sa famille, aussi positive que je sois, aussi agréable, aussi extravertie, tout, il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui sont difficiles à encaisser. Même si j'ai une carapace, même si on a tous une carapace finalement, il y a des choses qui font mal à l'intérieur et qui créent un mal-être. Quand on discutait, tu m'as raconté même qu'il y avait des enfants. Quand ils te voyaient, ils demandaient à leur mère pourquoi tu colorais ta peau. Cette expérience-là, c'était l'une des choses qui m'a le plus traumatisée dans la création de mon identité de femme noire. J'étais partie dans la ville d'origine d'une de mes collègues, manager également, qui elle était tchèque. Donc je suis partie dans sa ville où elle vivait. Elle m'a invitée chez elle pour qu'on puisse passer un week-end ensemble, ce que j'ai trouvé incroyable. Et pour qu'on puisse préparer à manger pour les collègues, parce que tout le monde faisait un plat de chez lui. C'était une initiative qu'on avait lancée. Incroyable. Bonne énergie, tout. On va faire les courses. Pendant qu'on est en train de faire les courses, je vois, mais c'était un village. Mais quand je dis un village, c'est un village où j'étais la seule noire du village. Et elle m'a dit en rigolant, avec de très bonnes intentions, elle m'a dit, je suis sûre que tout le monde sait que je suis avec quelqu'un qui n'est pas du village. Avec du recul, je me suis dit, c'est pas vrai. Elle m'avait prévenu, en fait. Mais sur le moment, moi, je me dis, on va faire les courses. Et là, il y a une petite fille qui s'arrête, comme ça, devant moi. Elle s'arrête et puis elle me regarde comme ça.
Et sa maman vient, elle l'attrape et lui dit arrête. Moi, je ne comprenais pas tout. Parce que je commençais à parler le tchèque, mais je n'avais pas non plus, surtout dans les villages où l'accent est un peu plus prononcé, il y a un peu plus de... c'est plus difficile. Ouais, c'est plus difficile. Ouais. Mais j'entends colorier, enfin je comprends colorier et pourquoi. Au début, elle ne voulait pas me dire. Donc la petite fille dit blablabla, et là je comprends colorier et pourquoi. Ma collègue, elle est gênée. Je pense qu'elle ne voulait rien me dire. Je lui dis pourquoi j'ai compris colorier et pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a dit la petite fille? Elle me dit tu veux vraiment savoir? Je lui dis bah oui. Elle me dit elle a demandé à sa maman pourquoi est-ce que tu as colorié ta peau. Et ça, tu le mets dans quel cadre? Est-ce que tu le mets dans la case de l'incompréhension de la personne ou tu le mets dans la case du racisme par rapport à tout ce que tu as vécu? Mais pas que par rapport à l'enfant. Le cas de l'enfant, ça m'a conforté dans l'idée que lorsque l'ignorance est plus dangereuse que la méchanceté. Parce que pour le coup, si le parent avait confronté son enfant à une plus grande diversité, ne serait-ce qu'avec des voyages, avec des programmes télévisés, avec des magazines, avec des livres, avec des... peu importe, avait confronté et son enfant à ce genre d'ouverture et ce genre de culture, ça ne serait jamais arrivé, ce genre de choses-là. À la limite, elle aurait dit « Ah, elle ressemble à la fille que j'ai vue dans la série. » Ce genre de choses-là, à la limite. Mais ce n'aurait pas été une si grande incompréhension qu'il y a autre chose qu'être blanc. Et j'ai vécu beaucoup de scènes comme ça à Prague où c'était de l'ignorance et pas de la méchanceté pure. Et là, on arrive dans une situation où tu as vécu beaucoup de choses par rapport aux gens qui habitaient à Prague, mais en même temps, ton rapport avec tes collègues qui change un tout petit peu. Et à l'époque, tu l'avais vécu comment? Je le vivais mal. Je le vivais mal, mais je ne le faisais pas transparaître. Je n'aime pas montrer mes sentiments parce que j'estime qu'on a tous nos problèmes et qu'on a tous des choses à gérer. La personne en face n'a pas besoin de gérer mes émotions également. Elle n'a pas besoin de les gérer et de les incorporer elle-même. Parce que j'ai été une éponge émotionnelle et je ne peux pas faire vivre ça aux gens. À partir de ce moment-là, je ne disais pas aux gens « Ah, tu as changé » ou bien « C'est bizarre nos rapports ». Par contre, j'essayais de créer une nouvelle norme, un nouveau quotidien. Oui, je suis ta boss. Au travail, on va être comme ça. Par contre, je vais te dire, t'es chaud, on se fait un petit moment après, on se fait quelque chose ce week-end. J'ai dû apprendre à transférer mon énergie et ma logique. Mais j'étais pas bien. J'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu en arrivant à Martinique, où je voulais pas me sentir seule. Et j'avais peur de me retrouver seule dans un pays que je ne connaissais pas, où je n'étais pas forcément très bien hors du travail par rapport à certaines interactions avec les gens, même si j'essayais de mettre de l'eau dans mon vin et de me rappeler que ce n'était pas moi, Aïdan, le problème, et que c'était pas le fait que je sois ici qui posait problème et que ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. Ça reste quand même dur. J'ai 19 ans, je suis littéralement un bébé. J'ai des responsabilités que je n'ai pas cherchées, mais que je suis contente d'avoir pour avancer dans ma carrière. Et j'ai l'impression que des personnes que je considérais comme mes amies, qui étaient toutes plus âgées que moi, auraient compris ce genre de choses-là et m'auraient plus valorisé et non pas traité différemment. Et là, tu prends la décision de tout arrêter? Ah oui, j'ai fait « Oh là là, je laisse-moi chercher autre chose ». Par contre, cette expérience-là m'avait appris que plus jamais je n'irai dans un pays sans logement ou sans plan. Oui, ça reste quand même un retour d'expérience, je pense, qui était très utile pour toi. Ah oui. Ah oui. Et là, pour le coup, tu voulais marquer vraiment une pause. Oui, là, et là, tu pars en Espagne. Et là, j'ai déposé mon 2 weeks notice, mon préavis pour pouvoir partir,
après avoir déposé mon préavis, j'ai commencé à chercher du travail. Je commençais à chercher du travail et là, je tombe sur une agence par accident. Toujours des accidents, peut-être ça fait partie de mon parcours, c'est Dieu qui donne, on sait jamais. Je tombe sur une société qui a des... En fait, je cherchais des sociétés qui payaient le logement. Comme ça n'allait pas sortir de mon salaire. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet sur quel travail donne le logement. Littéralement, c'était ça mes mots-clés sur Google. Parce qu'il n'y avait pas encore ChatGPT pour nous aider. Hein. Ouais. Donc, j'étais là et j'ai vu animateur. Donc, moi, j'ai postulé dans des trucs d'animateur. En postulant en trucs d'animateur, je me rends compte que c'est pas mal, en fait. Donc, je suis nourrie, logée, blanchie et payée à vivre dans un hôtel de luxe en faisant du sport, des activités, m'occupant des enfants et faisant juste Zumba au bord de la piscine et puis je ne veux pas y aller. Du coup, je suis partie. C'est comme ça que je suis partie à Minorque avec cette société-là en tant qu'animatrice vacances. Et c'était comment ton passage en Espagne? C'était fun. C'était très fun. C'était différent, c'était rafraîchissant. C'était rafraîchissant déjà d'être à nouveau dans un environnement où il y a des noirs, être dans un environnement où les gens sont toujours de bonne humeur parce que ce n'est pas le même milieu. Les achats, jusqu'à présent, toute l'expérience que j'avais eue dans la vente, parce qu'en quelque part, c'est une vente, lorsque tu as des animateurs tu dois être sûr qu'ils apprécient leur expérience dans l'hôtel pour qu'ils reviennent, pour qu'ils recommandent, pour qu'ils te donnent des pourboires. Tout est une transaction en quelque part. Donc, moi, j'ai travaillé avec l'entreprise qui vendait des téléphones 3G en 2017. J'ai travaillé maintenant pour la boîte dans le recyclage qui développait sa plateforme de mise en relation. Ensuite, j'ai été secrétaire dans une boîte de relations publiques. Ensuite, j'étais data analyst. Ensuite, j'ai été manager de la même équipe de data analyst. Tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était des postes où les gens étaient là avec un esprit 9h-17h, métro, boulot, dodo. C'est pas du tout la même énergie que quelqu'un qui vit dans un environnement où il vient profiter de ses vacances. Clairement, oui. Il a payé de son argent durement gagné pour enjoy. Je t'assure que les gens, je les aurais croisés dans la vie, ils ne m'auraient même pas donné l'heure, ou on ne se serait jamais parlé. Mais parce qu'ils sont en vacances, tout est permis. Et ça t'a vraiment soigné pour le coup par rapport à tout ce que tu as vécu à Prague? Ah oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et c'est la première fois où j'ai compris que dans le monde de l'entreprise et le professionnel n'a pas besoin d'être uniquement rigide ou alimentaire ou forcer ta prestation auprès des gens.